Bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, je m'appelle Alexis Gaulin, mais je suis le fondateur de la société Welcomer. Je suis un technicien puisque je suis ingénieur en électronique et j'ai travaillé dans ma carrière beaucoup dans la cybersécurité et depuis maintenant 10 ans dans la sécurité physique. On va parler aujourd'hui de notre concept de contrôle d'accès qui est un petit peu différent du contrôle d'accès tel qu'on en a l'habitude sur le marché. Que l'on a présenté cette année pendant le salon APS, qui était notre première participation à APS, et qui a retenu l'attention du jury, puisqu'ils nous ont attribué le trophée or de l'innovation cette année. Et l'idée de ce webinaire, c'est donc de vous expliquer tout notre concept et le fonctionnement de notre contrôle d'accès, puisqu'il a un mode de fonctionnement un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de tenir un timing d'environ 45 minutes. On démarre, il est midi 5, on va essayer de terminer donc vers midi 50. De répartir les choses de la manière suivante, donc vous présenter un petit peu le concept dans ses grandes lignes, rentrer un peu dans le détail des différents points, puisqu'il y a un certain nombre de parties pris, vous expliquer ce que ça fait et pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire comme ça. Les avantages aussi qui sont induits par le fonctionnement en cloud, et puis expliquer aussi le process pour devenir partenaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis on aura une session de questions-réponses pour pouvoir aborder tous les sujets qu'on n'aurait pas abordés spontanément dans la présentation. La solution Welcomer, c'est une solution qui se présente comme ça. Alors vous avez le carré bleu qui représente l'univers Welcomer, et puis à gauche le nuage gris qui représente tout ce qui se passe dans le cloud. Donc le principe, c'est d'avoir un matériel qui est au milieu, qu'on appelle contrôleur de porte chez nous, qui est en fait l'UTL traditionnel. Ce contrôleur de porte est installé sur site chez le client et c'est lui qui est en charge de gérer l'ensemble de l'environnement d'une ou des portes. Il est installé sur site, il est autonome, il dépend de personne concrètement et il va gérer un certain périmètre de sécurité chez le client. Et ensuite venir se synchroniser avec notre logiciel de gestion qui est à gauche, qui lui est situé à distance dans le cloud en passant par Internet. On va détailler ça un peu plus en détail. Sur la droite, vous voyez en fait tous les périphériques qu'on va pouvoir piloter en direct avec un contrôleur de porte, donc tout type de porte électrifiée, que ce soit des PNG, barrières de parking ou des portes classiques, ventouses, gâches, enfin tout type de porte avec tout type de verrouillage. Avec des extensions, on va pouvoir faire de la gestion d'ascenseur avec un contrôle d'accès à l'étage ou bien de la gestion de casier. Donc avec un même contrôleur, on va pouvoir piloter tous ces types d'ouvrants et parfois plusieurs types en même temps. Et puis ensuite, on a des intégrations en dessous avec des matériels tiers, donc du matériel assez classique que vous connaissez probablement déjà, qui est la gamme Aperio, donc serrure et cylindre sans fil de chez ASSA ABLOY. Avec l'équivalent chez Simon Vos, donc qui est la gamme Smart Intego, et aussi l'équivalent aussi chez UZ, toujours pareil, cylindre béquille sans fil, de manière un peu transparente. On va pouvoir gérer l'un ou l'autre de ces systèmes, voire plusieurs en même temps, puisqu'on a 2 bus accessoires sur un même contrôleur. On pourrait gérer des périphériques différents en même temps. Aussi la possibilité de gérer des périphériques d'identification classiques, donc là tout type de lecteur de badge, plaque d'immatriculation et autres. On y reviendra, mais avec la particularité de gérer beaucoup de protocoles et notamment de gérer des badges Deathfire en mode transparent par défaut, donc l'état de l'art. Et puis à l'autre bout de la chaîne, du côté cloud, le principe c'est d'avoir un logiciel de gestion qui soit simple et accessible pour les utilisateurs, mais c'est aussi et surtout de pouvoir automatiser les choses en s'intégrant au travers d'API avec soit des logiciels métiers, donc vraiment propres à l'activité des clients, ou soit des annuaires d'entreprise type Azure AD, type Google Workspace, ou des calendriers comme Office 365. Pour donner un cas d'usage très simple sur les calendriers, le principe ça va être de scruter un calendrier, regarder les événements qui se passent dans ce calendrier et automatiser une suite d'actions qui va permettre de délivrer des accès temporaires ou d'aller mettre automatiquement dans une base de gestion de visiteurs les différents visiteurs qui sont attendus sur une journée. Notre solution, on l'a pensée pour répondre à ces problématiques-là. Premièrement, éliminer l'AIA. Quand on discute avec des intégrateurs, on constate que globalement,
Un des facteurs de risque pour eux, c'est l'aléa, c'est-à-dire pas bien maîtriser le périmètre de prestation, pas bien maîtriser un certain nombre de contraintes sur l'installation qui font qu'on est obligé de prendre un petit peu des marges, qui font qu'on est obligé un petit peu de se prémunir de ce qui pourrait se produire. Et donc, globalement, aussi avoir un risque sur la marge d'une opération. Le deuxième problème, quand on discute avec des installateurs, c'est de se rendre compte concrètement qu'est-ce qui les empêche de croître, qu'est-ce qui les empêche de faire plus de chiffre d'affaires. Et 9 fois sur 10, la réponse, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée, beaucoup de mal à recruter des techniciens qui soient compétents, le temps de les former et autres. Et par ailleurs, un risque aussi, puisqu'à chaque fois qu'on recrute un technicien, il faut avoir les chantiers qui suivent en face, et donc des paliers qui sont un peu difficiles parfois à franchir. Et enfin, la maintenance, qui est toujours un sujet, qui est quelque chose de coûteux, et on sait qu'un intégrateur qui va installer un système prend un engagement vis-à-vis de son client, et toujours dans le même état d'esprit, son image et son ROI dépend aussi de la qualité, de la fiabilité du système sur le long terme, et donc il y a un sujet de maintenance. On vient de publier un sondage pour mesurer un petit peu pour vous, parmi ces problématiques qui sont celles que nous, on a constatées auprès d'un panel d'intégrateurs, si vous vous sentez concerné, ou en tout cas, qu'est-ce qui vous parle le plus parmi ces trois problématiques. Mais globalement, voilà, les trois problématiques de base qu'on a recensées étaient celles-ci, et on a choisi de les adresser au travers de trois axes. Un axe de la sécurité, j'ai envie de dire évidemment, puisque on est quand même dans un milieu qui est la sécurité, et donc le but ultime, c'est quand même de proposer des solutions extrêmement sécurisées. Au travers de la qualité, puisque ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui savent toujours faire moins cher et moins bien. Nous, on a pris le parti pris de se dire qu'on voulait faire toujours mieux, pas forcément plus cher, mais en tout cas toujours un meilleur rapport qualité-prix. Et surtout, essayer, c'est le complément de la sécurité. Des installations de qualité permettent d'atteindre la sécurité. Des installations low cost ont souvent une sécurité qui laisse à désirer. Et puis un troisième axe qui est l'efficacité, puisqu'en fait, pour apporter un maximum de bénéfices aux intégrateurs, il faut aussi qu'on leur fasse gagner du temps. Il faut aussi qu'on les aide à améliorer leur marge sur chaque chantier. Et l'ensemble de ces trois axes, on le combine avec la puissance et les bénéfices qui sont vraiment propres au cloud. Donc le principe de notre contrôleur, il est livré sous forme de box. Alors, je ne sais pas si ça va être facile à voir. J'essaie de me mettre comme ça. Le principe de la box Welcomer, c'est un carton qui contient tous les accessoires nécessaires pour installer une porte et passer en cloud. Donc, à l'intérieur de la box Welcomer, vous allez retrouver un contrôleur de porte, je vais y revenir, une alimentation électrique et un ensemble de câbles nécessaires pour raccorder une porte dans son ensemble. On va y venir après, c'est très spécifique, mais nous fournissons les câbles pour plein de raisons que je vais vous exprimer, et parce que aussi, ils sont munis d'un connecteur particulier qui permet d'accélérer le montage et d'éviter les erreurs. Ce qui fait qu'à l'intérieur de notre contrôleur de porte, vous allez retrouver quasiment aucun bornier, mais uniquement des connecteurs rapides à clipser. Je vais vous expliquer tous les principes. Ce contrôleur est capable de gérer toutes les situations qui existent en contrôle d'accès, et le câblage qui vous est fourni vous permet d'adresser toutes les situations qui existent. Donc ça n'est pas limitant, mais le but est de clarifier, simplifier et être plus efficace. Donc, sur l'axe de la sécurité, notre premier constat, c'est que même les meilleurs font des erreurs. On peut avoir un intégrateur extrêmement compétent, dont personne ne peut douter de ses compétences, avec un système qui va être le meilleur système du marché, qui est qualifié en ANSI, qui est parfait, et pourtant avoir une installation qui n'est pas sécurisée, qui peut être contournée en 30 secondes. Pourquoi? Parce que simplement, parfois, il y a une erreur. On s'est trompé sur un câble, on a eu un moment d'inattention, et parfois, c'est pas au moment de l'installation, parfois ça va arriver pendant la maintenance. C'est-à-dire qu'on va avoir un mainteneur qui connaît un petit peu moins, change quelque chose, et on n'obtiendra pas le résultat qui était prévu.
nous, on a mis au point une méthode dans le but d'apporter plus de sécurité. Une méthode d'installation qui permet d'éviter toutes les erreurs de câblage. Donc, nos câbles qui sont fournis vont faire en sorte de guider l'installation et de faire en sorte que, au lieu de faire ce que moi j'appelle du routage, c'est-à-dire en fait des ponts, des reprises, de la mise en place de fusibles et ainsi de suite au sein de l'UTL, et là où on peut potentiellement se tromper, et là où surtout on va avoir beaucoup de mal à avoir de la visibilité à la fin quand c'est câblé sur ce qui se passe, nous, on va guider les gens dans un câblage qui va les amener à ne pas pouvoir faire d'erreur finalement. Tout est prévu à l'avance. On a des alimentations qui sont automatiquement protégées. Il n'y a pas besoin de faire des ponts, il n'y a pas besoin de remettre des fusibles. Toutes les alimentations sont protégées et indépendantes. Et on a un modèle d'installation qui est autour de la porte, qui permet en fait de limiter les risques à la porte. Alors, ça, c'est un point qui fait souvent débat, donc j'aborde tout de suite le sujet. Traditionnellement, le contrôle d'accès est installé dans un local technique et donc centralisé. Ce que l'on constate, c'est que quand on souhaite améliorer la flexibilité, améliorer les conditions d'installation, la qualité de l'installation et même améliorer la sécurité, on a un certain nombre d'avantages et de bénéfices, même si parfois il y a aussi des contraintes associées. Installer le contrôle d'accès au-dessus de la porte à l'intérieur de la zone à protéger. En matière de sécurité, nous, on a un contrôle d'accès, un contrôleur par porte. Chaque porte est donc indépendante et on a un effet d'oignon à installer le contrôle d'accès à l'intérieur de chaque zone qui permet d'isoler totalement les zones et de ne pas avoir d'effet de bord du tout. Donc, en termes de fiabilité, en termes de sécurité et aussi en termes de maintenance, puisque vous allez retrouver des réflexes qui sont systématisés et qui sont, je veux dire, par habitude, devenus quelque chose de naturel. Concrètement, donc, on retrouve là un schéma d'installation type chez Welcomer. Donc, vous avez une porte à protéger. À l'intérieur de la zone à protéger, vous allez retrouver le contrôleur au-dessus de la porte. De manière normalisée, vous allez avoir des câbles qui vous sont fournis, qui vont venir alimenter chaque équipement. Un câble pour le lecteur, un câble pour le bouton poussoir, un câble pour le déclencheur manuel. Le principe, c'est que dans chaque câble, on a prévu tous les cas possibles. Par exemple, sur un câble de porte, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités nécessaires. Et en fait, on a pris en compte le besoin, c'est-à-dire que le câble est capable de passer toutes les situations en termes de courant. La longueur du câble est limitée. Donc, on sait aussi qu'au bout de la ligne, vous allez avoir exactement la bonne tension, peu importe le courant, même dans le cas où vous avez un bandeau ventouse avec 4 ventouses, vous n'allez pas avoir de perte d'alimentation et autres. On a protégé toutes les alimentations, ce qui fait que même si on met un coup de pince coupante dans le câble, il ne se passe rien, il n'y a pas d'effet de bord. Et on a systématiquement le capteur de position de la porte, enfin tous les éléments qui sont à relier au niveau du verrouillage. Dans le câble d'un déclencheur manuel, vous allez avoir tous les éléments nécessaires pour un déclencheur manuel, donc à la fois pouvoir couper le déclencheur manuel, mais aussi pouvoir l'alimenter électriquement quand on veut mettre un déclencheur lumineux sonore, et aussi un deuxième contact pour connaître sa position. Systématiquement, en fait, tout a été prévu pour qu'on puisse gérer tous les cas et surtout faire une installation complète. Le contrôleur d'accès donc peut gérer une porte en direct de manière électrifiée, peut gérer alternativement donc des ascenseurs ou des casiers, mais peut gérer en plus avec un bus accessoire jusque 32 portes en mécatronique. Donc potentiellement 33 portes sur un même contrôleur. Sur la qualité maintenant, le principe c'est toujours la même chose. Prendre un procédé et faire en sorte qu'on systématise la même façon d'installer et qu'on fasse systématiquement les choses à l'état de l'art, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on a proposé ce schéma-là? C'est parce qu'on constate que les intégrateurs sont beaucoup en concurrence. C'est quelque chose d'assez compétitif, je dirais. Hein. Sur un même marché, souvent, vous allez avoir un concurrent en face. Et la tendance va être plutôt essayer d'aller tirer les prix vers le bas, parce que c'est ce que demandent les clients, de payer toujours moins cher. Et donc, on a plutôt tendance à se dire comment est-ce qu'on peut gratter un petit peu pour être mieux placé que son concurrent. Nous, on essaye de prendre le problème à l'envers. On se dit comment est-ce qu'on fait en sorte de gagner plus d'argent sur une installation d'une part, mais aussi de livrer une installation
plus haut de gamme pour le même prix. Quand on veut installer un déclencheur manuel lumineux sonore, vous le savez aussi bien que moi, au lieu d'une paire, on va devoir en installer 2 déjà si on doit fournir une alimentation, et si on veut avoir le contact de position, on va avoir 3 paires. Parfois, c'est pas possible, parfois elles sont pas là, et le coût d'aller tirer un câble supplémentaire pour installer un déclencheur lumineux sonore, en général, n'est pas rentable. On va avoir du mal à vendre au client que l'installation coûte plus cher parce qu'il a un déclencheur lumineux sonore. En revanche, nous, comme c'est prévu dans le câble, et que quoi qu'il arrive, à chaque fois que vous allez monter un déclencheur manuel, vous allez avoir ces paires et ces alimentations déjà protégées, déjà disponibles, la différence en termes de montage, elle est négligeable, et en termes de coût d'approvisionnement, ça va être la différence entre un déclencheur de base à 5 ou 10 euros et un déclencheur lumineux sonore à 30 euros. Et donc en fait, pour 20 euros, vous allez avoir une installation plus haut de gamme et vous allez pouvoir le mettre en avant vis-à-vis du client, là où d'habitude, c'est pas intéressant de faire ça. Donc on essaye de provoquer cette incitation à monter en gamme, et on sait que pour la sécurité, le fait d'avoir un déclencheur lumineux sonore, c'est extrêmement efficace parce que ça bip avant même qu'il y ait un problème de sécurité. La porte ne va pas rester ouverte toute la journée. Les gens vont tout de suite s'en préoccuper, surtout ceux qui travaillent à côté, et éventuellement, ils vont même s'occuper du gars qui a appuyé sur le bouton. Concrètement, le dernier plan, c'est qu'une fois qu'on a une installation avec des câbles où il y a un bornier et un câble gainé, il est extrêmement facile de savoir précisément l'auditer, puisque là, vous allez avoir des fonctions qui sont isolées et vous n'allez pas avoir une araignée, mais vraiment des câbles très standardisés, faciles à séparer, si vous voulez. On va pouvoir suivre précisément qu'est-ce qui va où. Et si on doit faire de la maintenance, on a juste à déclipser le connecteur, changer la pièce qui ne va pas, reclipser, et on est sûr et certain que l'installation reste conforme. Parce qu'on ne modifie pas, on ne refait pas de câblage. Concernant l'efficacité, concrètement, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter les revenus sans agrandir l'équipe. C'est-à-dire sans avoir à recruter plus de techniciens, parce que c'est difficile, parce que ça coûte cher et parce que ça représente un risque. Comment est-ce qu'on fait pour faire plus d'affaires? Une des solutions, c'est que on va séparer des limites de prestations qui sont très claires. Donc ça va diminuer l'aléa, puisqu'on ne va pas être en train de se demander comment on va trouver la situation en arrivant. On doit passer des câbles, ils ont fermé les faux plafonds, on va y passer 3 fois plus de temps. Ou bien on avait demandé à avoir des attentes, en fait ils les ont pas mises où il faut, ou alors ils se sont trompés, il me manque une paire et je dois repasser un câble. Donc l'idée c'est de se dire, nous, l'installation d'une porte électrifiée a 2 prérequis, une attente électrique de 130 et une attente RJ. L'avantage, c'est que c'est très facile à auditer et tous les électriciens et autres personnes qui sont déjà, je dirais, mandatés sur le chantier sont capables de vous livrer ça dans de bonnes conditions. Vous arrivez, il n'y a pas d'aléa, vous avez un câblage qui est autour de la porte et donc concrètement, les limites de prestation ne sont pas, comme elles peuvent l'être sur certains chantiers, l'objet de discussions longues et inefficaces. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir une pause qui est en moyenne 3 fois plus rapide, ce que l'on a pu constater, parce que vous avez un temps qui est statique. Au lieu de tirer des câbles ou de faire un raccordement au travers tout un bâtiment, là vous arrivez, vous avez une installation qui est toujours la même, qui est toujours autour de la porte, et donc l'aléa est quand même minimal. Vous pouvez rien oublier, vous ne pouvez pas tomber dans des cas où il manque une paire typiquement, puisque tout a été prévu. Et vous avez des DOE simplifiés, puisque finalement, on va faire l'inverse. Au lieu de documenter la pause qui a été faite, on va poser selon la documentation. Et la troisième chose, c'est que vous avez un contrôleur qui est connecté par Internet. Et donc, à distance, sans vous déplacer, vous allez pouvoir diagnostiquer, changer la configuration, voire même recevoir des alertes sur ce qui se passe mal sur l'installation. Donc, sur ce dernier point, on a mis au point un certain nombre de choses dans le contrôleur qui nous permettent de recevoir et de diagnostiquer à distance beaucoup de choses. On peut aller jusqu'à, puisqu'on a des entrées équilibrées, donc si on met des ponts de résistance, par exemple sur un déclencheur manuel, on va pouvoir savoir qu'il a été débranché. On peut savoir s'il a été appuyé puisque vous avez une paire de contrôle. On peut savoir à peu près tout ce qui se passe finalement dans l'environnement de la porte sans être en face de la porte physiquement. Et donc ça peut éviter des déplacements,
ça peut éviter du délai et des déplacements inutiles. Globalement, tout ça, donc c'est dans le cadre d'une offre cloud. L'avantage du cloud, c'est déjà, il n'y a pas de serveur installé sur site. Pas de serveur installé sur site, ça veut dire déjà plusieurs choses. Premièrement, il n'y a pas besoin de vendre de serveur, mais il n'y a pas besoin ni de l'installer, ni de demander au client d'héberger quoi que ce soit. Quand je parle d'héberger, malgré lui, un client dans une installation traditionnelle devient un hébergeur puisque son serveur, ses données sont chez lui, il doit les sauvegarder, il doit maintenir l'ordinateur, faire des patchs, le mettre à jour, il doit le changer régulièrement puisqu'au bout de quelques années, on sait très bien que un ordinateur, c'est plus très fiable, et ainsi de suite. Là, il n'y a pas de serveur. Le serveur, il est géré en tant que service par Welcomer, et en fait, on fournit directement un accès à un service sans se soucier de comment est-ce qu'il va tourner. Globalement, tout va être géré par nous, les mises à jour vont être gérées par nous, la sécurité, les sauvegardes, enfin tout le fonctionnement et la mise à jour du matériel sont gérés par nous, et donc il n'y a pas non plus de sujet de puissance, ce qui nous permet d'avoir une gestion qui est centralisée, qui est multisite, mais qui est sans limite. Pas de limite d'utilisateur, pas de limite de site, pas de limite de porte. Je dirais c'est notre job de faire en sorte que les serveurs soient dimensionnés pour répondre aux attentes du client. Étant donné que chaque contrôleur est indépendant, je pense que ça paraît évident que le multisite est natif, il n'y a pas de question à se poser, et les connexions vont partir sortantes uniquement du contrôleur vers le cloud, donc il n'y a pas besoin d'ouvrir de port, il n'y a pas besoin de mettre non plus en risque le réseau du client en lui demandant d'ouvrir des ports depuis l'extérieur. On va pouvoir gérer tout ça puisque c'est décentralisé, c'est un petit peu comme une boîte mail, Gmail et autres. Vous allez y accéder depuis votre navigateur, depuis votre téléphone, depuis n'importe où dans le monde. Et donc un client va pouvoir gérer, regarder les logs ou ajouter une autorisation d'accès à un utilisateur directement depuis son téléphone en mobilité. On a évidemment donc le monitoring et les mises à jour, j'en parlais tout à l'heure. On va pouvoir savoir ce qui se passe, diagnostiquer, éventuellement changer des configurations et même mettre à jour le logiciel pour ajouter des nouvelles fonctionnalités au fil de la vie du système. Et enfin, on a des API et des intégrations qui permettent d'automatiser et d'interconnecter le logiciel. Et donc, j'en parlais aussi tout à l'heure, on va pouvoir avoir des scénarios où quand dans Outlook, on réserve une salle de réunion et on invite des clients, ils sont automatiquement ajoutés, par exemple, à la gestion de visiteurs sur Welcomer. Ou bien un autre exemple assez courant chez nous, des espaces de coworking qui vont avoir un logiciel de gestion, des gens réservent, payent en ligne et obtiennent automatiquement leur droit d'accès pour accéder au site. Je vous propose de vous faire une démo avant de vous expliquer comment devenir partenaire. Globalement, on a ici un totem de démonstration où on va pouvoir retrouver les différents éléments. Donc on retrouve ici le contrôleur avec les câbles qui ont été volontairement mis à l'extérieur pour qu'on puisse les voir et qu'on puisse voir justement qu'on peut tracer et auditer assez facilement ce qui se passe. Vous retrouvez un lecteur, donc ici un lecteur STID qui a la particularité à la fois de lire des badges, de lire des codes et de lire des QR codes celui-ci. J'en ai pas parlé, mais Welcomer sait gérer tous les types d'identifiants, à chaque fois avec le meilleur niveau de sécurité. On a un bouton poussoir de sortie qui a la particularité d'être lumineux. On pourra avoir des boutons sensitifs et autres puisque vous avez une alimentation dédiée qui est fournie. Un déclencheur manuel, lumineux sonore. Donc avec un effet purement local de bip préventif, mais en même temps la remontée d'une alerte si on le déclenche. Ce qui fait que là, pour le coup, on maximise aussi la sécurité du bâtiment. Et puis un bandeau ventouse qui est là, un bandeau ventouse actif, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de couper l'alimentation, on va maintenir une alimentation permanente et informer le bandeau ventouse d'ouvrir la porte. Si j'étais une porte, je serais ouverte. Et tout ça, avec le même câble porte, on va pouvoir piloter une gâche vraiment classique, en rupture, émission et autres. On va pouvoir piloter des bandeaux ventouses, 1, 2, 3, 4 ventouses, on a une limite à 2 ampères. Et on va pouvoir aussi utiliser donc des modes télécommande, des modes, tout mode de signalement sur tout type de verrouillage, verrou à peine motorisé et autres. Un dernier point, par défaut, on a une alimentation qui est en 12 volts.
On a une alimentation qui fournit 12 volts 5 ampères. 12 volts 5 ampères, ça nous permet d'alimenter 100% du nécessaire, c'est-à-dire jusqu'un bandeau ventouse avec 4 ventouses, des boutons poussoirs, tout ça actif. Néanmoins, par défaut, c'est une alimentation qui n'est pas secourue. Donc il y a évidemment la possibilité en option d'avoir une alimentation secourue. Et deuxième chose, pour les portes qui doivent être portes DAS et autres, qui doivent être NFS 61937, vous avez la possibilité à l'intérieur du contrôleur d'avoir une entrée pour le verrouillage en 24 volts. C'est le fameux bornier, le seul qui reste, et qui va pouvoir faire un asservissement avec un CMSI, qui va pouvoir avoir d'autres caractéristiques finalement et séparer la partie alimentation propre au verrouillage. Sur le principe, donc voilà comment on a défini notre programme partenaire. Donc aujourd'hui, grosso modo, on a une première prise de contact où on mesure mutuellement l'intérêt de travailler ensemble. Évidemment, on n'a pas d'intérêt, nous, de travailler avec des gens qui ne feraient 100% que de l'ANSSI, par exemple, sachant que nous ne sommes pas certifiés ANSSI. Mais en général, les gens font jamais 100% d'ANSSI. Mais voilà, il y a des projets pour lesquels on est plus adapté et d'autres moins. On commence par une première étape où généralement on se rencontre physiquement, ce qui nous permet, nous, de vous amener du matériel, de vous faire une démonstration et de juger mutuellement aussi de l'intérêt de travailler ensemble en se rencontrant, parce que c'est aussi le business une affaire d'hommes. Et donc, on se rencontre, on voit si on a envie de travailler ensemble concrètement. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape qui est une double étape, qui est une étape à la fois de formation où on va transmettre, organiser des formations. Alors en général, des formations qui vont être sur site chez Welcomer, mais qui peuvent aussi, en fonction des cas, être chez l'intégrateur. Donc là, on fait des formations qui sont gratuites, où on va passer une journée avec un technicien de chez nous qui vous montre tous les cas d'usage où on a du matériel et autres, où on peut faire des installations tests et poser toutes les questions que l'on souhaite. Et en parallèle, on va essayer de trouver un projet commun, un premier projet commun. Donc ça peut être un projet de l'intégrateur, ça peut être un projet Welcomer, ça dépend un peu des opportunités. Mais nous, contrairement à beaucoup d'autres fabricants, on a pas mal de projets entrants, c'est-à-dire que les gens cherchent des solutions cloud activement, et Welcomer est la solution, déjà la seule solution française à proposer du SaaS, mais par ailleurs qui est très bien référencée dans Google. Donc on a des centaines de demandes par an de devis, et nous ne faisons que de la vente par l'intermédiaire d'intégrateurs. Donc évidemment, on transmet les demandes de projets à nos intégrateurs. Donc c'est l'occasion de trouver un premier projet commun. Et l'idée, c'est de se tester mutuellement. C'est-à-dire que vous allez voir si vous êtes à l'aise avec le produit, si vous trouvez qu'il est bien pensé, si vous avez envie de travailler avec nous concrètement. On voit vraiment le partenariat comme un vrai partenariat, c'est-à-dire qu'il faut que les deux parties aient envie de travailler. Nous, on n'a pas choisi de travailler dans la distribution. De nouveau, on essaye surtout d'avoir des relations de confiance avec nos partenaires. Et donc, l'idée, c'est qu'à l'issue de ce premier test commun, on va réorganiser un rendez-vous et puis là, on va essayer de se faire un retour d'expérience mutuelle, c'est-à-dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, dans un cas comme dans l'autre, d'un point de vue, de nos points de vue respectifs. Et puis, l'objectif de ça va être soit de décider de travailler ensemble, soit de ne pas décider de travailler ensemble, mais en tout cas d'essayer de progresser, de comprendre aussi vos besoins pour faire évoluer notre logiciel. Nous, on est une société qui est plus jeune que la moyenne sur le secteur, mais qui du coup est très agile et capable de développer des nouvelles fonctionnalités, capable d'évoluer très vite. Et puis, en général, ça se conclut sur la signature d'un accord de partenariat qui apporte un certain nombre de bénéfices, et notamment des remises financières, notamment de l'accompagnement sur un certain nombre de dossiers, notamment du support technique et de l'assistance aux mises en service, aux installations et autres. Voilà, il y a un certain nombre de bénéfices comme ça qu'on pourra vous détailler si on est amené à se rencontrer et à travailler ensemble. Je vous propose de passer à des étapes de questions-réponses. Si vous avez, alors j'ai essayé d'être exhaustif et j'ai essayé d'être rapide.
Mais globalement, j'ai peut-être oublié des choses. N'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez poser tout type de questions et j'y répondrai avec plaisir, si je connais la réponse. Et c'est tout à fait presque le cas. Donc, c'est pas du LDAP, mais on est compatible avec l'Azure AD, donc le service cloud hébergé par Microsoft, qui permet d'avoir de l'Active Directory et de synchroniser effectivement des annuaires d'entreprise. Donc, le principe est le suivant, vous allez pouvoir synchroniser des utilisateurs qui sont dans un annuaire et leur conférer automatiquement des droits d'accès. Et ensuite, on va pouvoir faire des règles un peu sur mesure. Donc ça, c'est une intégration qui est un peu en mode projet, où on va pouvoir définir en fonction des unités organisationnelles, en fonction d'un certain nombre de choses, de groupes, des règles d'accès particulières pour automatiser complètement la gestion. Alors oui et non. Au moment de l'installation, effectivement, donc déjà il y a deux cas, je pense que tout le monde s'en doute, mais je vais quand même le préciser. La connexion Internet n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement du logiciel, c'est-à-dire que le contrôleur de porte est complètement autonome et en cas de coupure, il va pouvoir fonctionner. On a un certain nombre de modes de fonctionnement dégradés où on va même pouvoir, avec nos intégrations mécatroniques, avoir du cache au sein de la béquille pour que ça fonctionne même en cas de coupure électrique. Ensuite, un fonctionnement de cache dans le contrôleur, c'est-à-dire lui a une copie de la base de données pour un fonctionnement en cas de coupure Internet. Et ensuite, un fonctionnement 100% quand on est connecté. Pour répondre à la question plus spécifique du moment de l'installation, effectivement, pour pouvoir faire tous les tests et valider le bon fonctionnement, on a besoin d'avoir une connexion Internet à un moment donné. Donc, il est possible soit de préparer l'installation au bureau et de configurer un certain nombre de choses, puis de réinstaller le contrôleur et qui va avoir un fonctionnement en cache jusqu'à l'arrivée d'Internet, soit d'utiliser une clé 4G. Le contrôleur va être capable de gérer la connexion 4G au travers d'une clé 4G et donc de se synchroniser, de fonctionner sur un mode complètement connecté le temps de l'installation et puis on part potentiellement avec la clé 4G. De manière générale, on a des options 4G qui existent aussi sous forme de modem 4G et d'abonnement clé en main, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à souscrire, on fournit la SIM directement avec les données. Pour des fonctionnements où on ne peut pas du tout s'interconnecter. Soit il n'y a pas Internet sur le site, soit on n'a pas le droit de s'interconnecter avec le réseau du client. Et donc là, on peut avoir un fonctionnement qui est complètement 4G. Alors, c'est un peu les deux. On essaye de faire un petit peu des deux. Il y a un petit peu de théorie parce que c'est bien aussi. Il y a un petit peu de pratique et on essaye d'alterner pour que les gens ne s'ennuient pas concrètement. Pratique, ça va être principalement de l'installation, ça va être principalement de manipuler le matériel, comprendre les subtilités. Donc là, un petit peu tous azimuts parce qu'il y a à la fois la partie contrôleur, mais il y a aussi la mise en place des lecteurs, de la mécatronique et autres parce qu'il y a des gens qui connaissent, mais il y a des gens qui ne connaissent pas forcément les différentes marques. Et puis, il y a aussi un petit peu de théorie sur des accès réseau, du DHCP, des questions de proxy, sur de la sécurité, du Deathfire, du mode transparent. Puis, il y a aussi une partie commerciale qui est quels sont les arguments clés, à quel client ça s'adresse, quelles ressources on vous met à disposition pour faciliter la vente. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas tout à fait expliqué les modes d'accès. Donc, dans le fonctionnement Welcomer, vous allez avoir le mode d'accès, un peu le mode d'accès que vous voulez, j'allais dire, et surtout plusieurs modes d'accès. Donc, nous, le constat qu'on a fait, c'est que dans un bâtiment, il y a différents types d'utilisateurs, et différents types d'utilisateurs nécessitent différentes expériences utilisateurs. Ce qu'on a choisi, c'est de supporter beaucoup de modes d'accès, et en l'occurrence, plusieurs modes d'accès simultanés sur les mêmes installations, afin de faciliter les choses. Par exemple, dans l'ensemble des modes d'accès, outre la lecture de plaques d'immatriculation et autres pour des voitures, sur un bâtiment classique, ça va être principalement du code à chiffres, donc code PIN, ça va être de la lecture de QR code, ça va être de la lecture de badge évidemment, ça va être de l'accès smartphone en Bluetooth, donc en local,
et ça peut être de l'accès à distance, ouverture de porte, soit depuis smartphone, soit depuis API, soit depuis une interface web ou autre, pour déclencher l'ouverture de la porte. Ça, c'est tous les modes d'accès qu'on supporte. En général, sur une porte, même mécatronique, on va supporter au moins 2 modes d'accès. Donc, systématiquement, sur de la mécatronique, en tout cas, on va avoir systématiquement de la lecture de badge et de l'ouverture à distance, donc via la connexion Internet. Et sur des portes électrifiées, on va pouvoir avoir très souvent au moins badge plus code plus smartphone en accès distant, voire en Bluetooth. Donc généralement 4 modes d'accès, ou bien le QR code peut remplacer le badge, ou voire le QR code peut remplacer le code à chiffres, je veux dire. Voire des fois on a l'ensemble, comme sur la démo qui est là, où finalement là vous allez avoir à la fois l'accès en tapant un code, à la fois le passage de badge d'Aspire, à la fois la lecture de QR code, et en même temps, alors qu'en fait on va même pouvoir avoir aussi donc l'accès depuis le téléphone. Donc là je déclenche volontairement l'ouverture du totem depuis mon téléphone. Donc là c'est un accès Bluetooth parce que je suis à proximité, mais j'ai la même possibilité en passant par Internet, c'est-à-dire que c'est un droit particulier. Mais là, en l'occurrence, si je coupe mon Bluetooth, d'ailleurs, je peux peut-être le faire en direct. Si je coupe mon Bluetooth, le même accès doit passer par Internet. Voilà. C'est même plus rapide. Alors qu'on a fait le tour du monde. Donc oui, l'accès smartphone. Alors, petite précision utile, l'accès smartphone, donc ça n'est pas du style Mobile ID, même si c'est un lecteur STID, c'est un protocole propriétaire Welcomer qui a l'avantage de nous permettre de le proposer par défaut et en illimité gratuitement à tout le monde. Donc ça fait partie de notre offre, que ce soit l'accès local ou à distance, ça fait partie de l'offre. En général, le délai de pause d'un contrôleur, donc si je considère le délai de pause uniquement du contrôleur, c'est pareil, ça dépend beaucoup du contexte. Si on est sur de la cloison sèche, si on est sur une porte à l'ancienne dans un mur en béton armé et autres, ça dépend de beaucoup de choses. Maintenant, l'installation juste du contrôleur et pas du verrouillage, en partant du principe qu'on n'a pas de difficulté particulière, qu'on va passer dans des montants ou dans des cloisons sèches les câbles, c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire que pause, mise en service, on parle peut-être d'1 heure. De notre côté, la mise en service, elle se fait à distance. On est capable, on n'a pas besoin d'intervenir. On peut monitorer et vous assister et tout configurer et faire l'ensemble des tests et la recette avec vous à distance. Donc nous, l'idée, c'est qu'on soit là en support. Notre objectif, c'est de faire évoluer nos outils pour que vous soyez un maximum autonome et que vous ayez tous les éléments de diagnostic. Mais néanmoins, on a toujours des techniciens en support qui sont là pour aider quel que soit le sujet et faire en sorte que vous ne soyez jamais bloqué pour ne pas perdre de temps. Merci beaucoup en tout cas de vous être inscrits et d'être venus, d'avoir participé. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours aussi, même si vous ne souhaitez pas travailler avec nous, c'est toujours très enrichissant pour nous de nous expliquer pourquoi. Et si vous souhaitez travailler avec nous, au plaisir de vous rencontrer.